Direct dans 60 secondes. Allez, allez. Oh là là. Non, il y a un problème. Nico est pas là. Il arrive dans 5 minutes. Il est en retard. Oh, mais Trancard. Non, je vous ai dit pas Trancard. Tiens, oui, comment ça s'écrit Trancard? T-R-E... Oui, ben voilà. Et ben appelez Sylvain le dentiste. Qui? Bon, appelez Fred Julien et dites-lui que je suis désolé. D'accord? Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Savage Talk Show. Merci pour vos retours sur les derniers épisodes et en particulier vos commentaires concernant les améliorations possibles. On en tiendra compte. J'ai malheureusement pas tenu compte d'un des principaux commentaires, changer les invités. Je suis revenu avec l'équipe initiale, celle du premier épisode. Et en fait, l'une des raisons, c'est que nous allons parler aujourd'hui des leurres vintage, et en particulier évidemment sous l'angle de Savage Gear. On est chez Savage Gear, car il se trouve qu'on avait fait, je crois que c'est à l'occasion d'un live, notre super live de 4 heures. Nicolas a été venu nous rejoindre et tu avais fait une petite parenthèse sur les violeurs de ta boîte, les violeurs Savage. Ça vous avait beaucoup intéressé. Et donc on a décidé de revenir là-dessus en essayant de développer un peu, puis essayer d'apprendre quelque chose sur la pêche au leurre en général, et puis essayer de voir ce qu'on peut tirer des enseignements de ces leurres du passé. Donc ça va être très simple, je ne vous représente pas mes invités, on va faire un tour de table où chacun va nous parler un petit peu de ces leurres vintage. Et je vais commencer avec Fabien, qui en a une belle collection aussi. Alors les deux gros collectionneurs du truc, c'est Nicolas et toi. Mais toi, tu as pas mal de... On n'est pas que des collectionneurs, on est peut-être simplement ceux qui ont perdu le moins de l'heure. Ou qui en avaient acheté le plus initialement. Ou récupéré dans les armes, mais bon. Ou qui n'ont pas réussi à récupérer ces codes d'accès à eBay ou des choses comme ça. Et puis ça permet de nous vendre aussi, parce que ça montre que ça fait pas 2 ans qu'on pêche. On n'a pas attendu que Facebook arrive. Qu'est-ce que tu veux nous présenter parmi tes leurres vintage Alors moi j'en ai pris, j'ai pris ce que j'avais, ce que j'utilisais. Si je commençais par mon préféré, mes préférés, c'est pour moi les Deviator. Ouais. Donc le Deviator, pour ceux qui connaissent pas, est le jerk à la base qui était sorti par Svensen, qui n'était pas Svensen à l'époque, qui était Prologic. Alors Svensen Sports, c'est la société qui détient les marques. Savage Gear, en fait, au début, s'appelait Savage by Prologic parce que la première marque créée par Mass était Prologic parce que Mass était carpiste à l'époque. Et donc, au tout début, Savage ne s'appelait d'ailleurs pas Savage Gear, il s'appelait Savage to Court by Prologic. Et effectivement, le Deviator est un des premiers modèles qui est arrivé à la gamme. Donc ça, sur le Deviator, donc un jerk classique. Donc concrètement sur le marché, il y en avait 3, il y avait celui-là, le Buster Jerk de chez CWC et le Slider de chez Salmo. Il en existait, mais on va dire c'était les 3 références. J'en ai pris volontairement beaucoup pour montrer que ce leurre n'était pas qu'un leurre de mode, la mode existait moins qu'aujourd'hui. Et du coup, les développeurs à l'époque l'avaient décliné sous un tas de coloris avec une demande assez dingue. Donc je vais tout pousser pour... Des heures de travail. Et Fabien Mario. L'une des forces de ce leurre, c'est aussi les peintures, les vernis qui existaient. Malgré les brochets, ça tenait très très bien. Ah ouais, vraiment. Un côté encore fun, c'est qu'à l'époque... Ah, attendez, l'ingénieur du son s'est pendu. Donc là, c'était un côté un peu fun. À l'époque, des Tiger, chez Multicraft, il y avait le Tiger Comment il Perch. s'appelait celui-ci? Isotope. Isotope. Donc, complètement d'actualité. Mais attends, tu vois, c'était des coloris de délire, ça, mais qui pêchaient. J'ai pris volontairement, c'est l'un de mes coloris fétiches, un qui a tourné, qui continue de prendre du poisson, et un qui est neuf. Donc machin rincé. Ça, pour moi, c'est mon préféré. Donc le Deviator, qui aujourd'hui aurait complètement sa place sur le marché, qui a suivi une évolution dans son parcours avec le Deviator Belly Up. Alors pourquoi Belly Up? Donc là, sur le dessus, en fait, on a une cavité où il y a une bille qui, sur le dessus, fait qu'il est beaucoup plus lourd et il descend comme ça. Mais le ventre en l'air.
D'où le nom, belly up. Bah là, moi comme ça. Et souvent, on a, que ça soit de manière générale au jerk de concurrents ou ceux-là, tac, on a cet effet-là. Et au moment où le leurre arrive à son extrême, commence à descendre doucement. C'est souvent là qu'on a l'attaque, avant de reprendre l'animation. Et là, on avait ça, tac, tac, et sur la pause. Et l'évolution qui avait déjà été faite, parce que déjà, il y avait des enseignements tirés du passé, c'est que là, déjà, il avait déjà commencé à mettre 2 anneaux brisés. Donc, 2 anneaux brisés, aujourd'hui, on parle de montage 360 pour les anti-décroches. Ça commençait déjà à travailler là-dessus. Là, on parle de l'heure quoi. Ah bah là, on parle en termes d'années. Tu as d'années là maintenant, ouais. Non, 15 ans. 15 ans maximum. 15 ans qui ont été sortis du catalogue. Ça, aujourd'hui, c'est des modèles très recherchés. Vraiment, voilà. Ça, c'est sur la partie jerk. T'as une nuance dans ton... En fait, je apporte juste un petit complément. Le belly up, ça veut dire le ventre en l'air. Et en fait, c'est pas quand il descend, il a le ventre en l'air, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est quasiment la même chose qu'un déviator, mais à l'envers. Regarde, si je le mets comme ça. Ah oui, c'est ça. C'est en fait c'est le moule qui a été retourné pour faire le Tu vois ça. Voilà. Ça, c'est super. Mets les côte à côte comme ça, inversé. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle globalement belly up. C'est à peu C'est près la même chose qu'un En 2 minutes, il vient de montrer sa légitimité. Légitimité. Par contre, là, en quelques secondes. On en parle. Tiens. D'ailleurs, petite remarque, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus de jerkbait, de gros jerkbait comme ça à la gamme. Ce qui est surprenant pour une gamme aussi identifiée brochet que la nôtre. Et pour en avoir parlé plusieurs fois avec Mas, il m'a dit mais le problème c'est que je peux pas me permettre de sortir un jerkbait qui soit juste moyen. Et en fait ça fait plusieurs années qu'il cherche et pour l'instant c'est pas prévu mais il y a d'autres surprises. Et présente-nous le dernier qui était le dernier arrivé justement. Je vais le laisser à Will pour montrer le dernier. Ah, tu veux que j'en parle? Si tu veux, mais on peut en parler tous les deux. C'est pas un leurre que j'utilise beaucoup moi, donc d'accord. je pense que Mais là, c'est soit toi qu'en parle. Il avait poussé le développement Avec un bouchon où on pouvait le faire silente, bruiteur, suivant des billes. Et en plus moduler la sonorité. Exactement. Parce qu'il y a des billes en verre, des billes en acier. Ouais, je pense pas que ça a été le plus gros carton de la marque. Par contre, ça continue de montrer l'évolution qu'il y a actuellement dans la recherche et l'aboutissement d'un leurre vraiment abouti, quoi. Ouais, après c'est quelque chose qu'on ne trouvait pas ailleurs aussi. Oui, ça, c'est ça. Possibilité de changer la sonorité. Ouais, du non, mais jerk. En fait, il y avait 2 soucis, c'est qu'en fait la manière de l'animer différait tellement des autres jerkbaits du marché, que ce soit le Buster Jerk ou nos propres anciens jerk. En fait, les gens avaient du mal à le faire, alors qu'en fait c'était un leurre qui suffisait juste de twitcher un tout petit peu pour qu'il fasse son Walking the Dog. Et en fait, les gens ils voulaient jerker, évidemment, et ça marchait pas très bien. Et puis à l'endroit du bouchon, il y avait des infiltrations d'air. Et il suffisait de mettre 2 petits points de colle pour étanchéifier tout ça, mais les gens le font pas. Donc la chambre à billes se remplissait d'eau et c'était moins intéressant. D'où son retrait, parce que chez nous on ne fait pas des leurres qui soient qu'à moitié développés. Et j'espère qu'il y aura une nouvelle proposition de masse parce que on en a besoin, c'est leurre-là quand même. Ouais, moi je trouve, moi c'est un leurre avec lequel j'ai énormément pêché, celui-là, le Jerkster, donc moi je peux quand même en parler un petit peu. Ça faisait vraiment du poisson, j'aimais pas du tout varier les billes, mettre le verre, le machin. Ce que je faisais, c'est que je le blindais en fait, parce que je le trouvais un petit peu trop léger et moi j'ai toujours un problème de sonorité. Soit je préfère pêcher silencieux, soit si je pêche le brochet, ça va être un son grave. Ouais. Donc là, lui, ce que je faisais, moi, enfin ce que je continue de faire d'ailleurs, c'est que je les ai tous blindés avec les billes, les grosses billes en métal, jusqu'en haut, là, on peut en mettre 3, de mémoire, 2 ou 3. Tu le refermes. Et puis, si ça prend l'eau un petit peu à l'intérieur, on s'en fiche un peu parce que de toute façon, ça continue de pêcher et ça change pas forcément son action. Fabien, un autre leurre Ben là, pour rebondir, dans les leurres vintage, là, Will a ramené un freestyler, mais là tu peux nous en parler parce qu'en plus il est canon. Ouais, là le coloris est ouf. C'est la première fois que je voyais ce coloris moi. Ouais, c'est assez sympa. Hein. Ouais. Alors le freestyler, donc on reste dans le jerk, on emmène le jerk. Par contre c'est un leurre qui se lance très très loin. Alors précision, il y avait 2 tailles de freestyler. La grande taille était un pull bait et la petite taille qui est ici, que je trouve bien meilleur pour nos brochets, et effectivement un jerk. Et ben il a tout monsieur. Tiens, si tu veux parler. Alors évidemment, il y avait 3 tailles. La très grande taille était un pull bait. Donc, ouais, un jerk qui a la particularité de se lancer très loin, donc qui permet d'attaquer les postes à distance. Donc, jerk, on peut aussi utiliser en exo. Moi, je l'ai utilisé en Guyane sur les Aymara. Ouais. Possibilité de monter avec les hameçons simples, il était livré avec les 2 hameçons. Voilà. Ça,
Un intérêt aussi, ces hameçons, quand on pêche par exemple à distance les bandes de roselière. Ouais. Pour passer, quand on jette dans les roseaux, pour passer à travers, quand on chope une feuille de roseau ou un truc, on tire dessus, ça déchire mieux, et on passe mieux, on s'accroche moins qu'avec les tripes. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Alors c'est un leurre qui est bien dans les eaux pas très profondes. Voilà. Donc, ce que je voulais dire quand même, parce que j'ai beaucoup utilisé cette petite taille de freestyler, on appelle ça un jerkbait, parce qu'en fait c'est le terme prescriptif, c'est-à-dire qu'on est censé le jerker. Donc évidemment il y a aussi d'autres leurres qu'on appelle les jerkbaits, qui sont les jerkbaits minots, qui sont les petits minots pareil qu'on peut jerker. Donc simplement ce qu'il y a, c'est que parmi les jerkbaits en général, que ce soit ceux à brochet ou ceux qu'on trouve pour le bec bass qu'on appelle jerkbait minot, il y a généralement deux nages. Il y a ceux qui font d'un walking the dog très régulier comme ça, et puis ceux qui ont des darts très erratiques. Et selon les conditions, les milieux et machin, c'est l'un ou l'autre. Et lui par exemple, si on prend par rapport à la petite taille de Buster Jack, nos amis de chez CWC, le Buster Jack est très régulier comme ça. Le petit freestyler était beaucoup plus erratique. Et selon les situations, parfois ça changeait pas mal de choses. La taille aussi assez erratique. Voilà. Et moi j'avais pêché avec la très grande taille qui elle ne bouge pas du tout. Quand on le jerk fort, il remonte, il se retourne presque. Ouais, c'est exactement. Et c'est pas toujours que ça marche. Il y a des fois mieux vaut que ça soit régulier. Mais il y a des fois il préférait le petit freestyler. Et là il demandait une canne très très dure parce qu'il fallait vraiment taper dans le leurre pour vraiment avoir ce... Il vrillait un peu sur lui-même. Comme ça, donc c'est pas très très beau, c'est pas un S-action magnifique dans l'eau, c'était comme ça, mais l'avantage de ce leurre, et c'était ce qui complétait vraiment la gamme de jerkbait, c'est que si on pêche big bait, donc avec des leurres comme ça, si on prend par exemple le déviateur là, donc on a deux leurres de taille identique, par contre un poisson qui le prend de dessous, il y en a un qui fait la double d'épaisseur, et là on parle vraiment de big baiting, parce qu'on peut réadapter ce schéma-là sur du leurre souple. On peut avoir un leurre souple de 20 cm et un autre qui fait 15, mais qui a un corps très cylindrique. Ça, la masse brassée. Avant que tu apportes un contrepoint, ça c'est très important parce qu'effectivement dans l'usage, par exemple si on fait évoluer le leurre à la hauteur des poissons, évidemment que le déviateur est tout à fait dédié toute la pêche. Par exemple le freestyler, comme il vient de le dire, par en dessous a une silhouette plus épaisse. Donc si vous pêchez au-dessus des poissons, le freestyler était parfait. Et d'ailleurs la très grande taille qui était un pullbait n'avait que cette fonction, c'était un leurre qu'on utilisait... Un toucheur d'eau. En fait c'est pullbait dans le sens qu'il suffit de le tirer, mais en fait on pêche à tomber de la nuit, ça offre juste une silhouette au poisson, et comme elle bouge peu, il se déplace parce qu'il dit je peux pas la rater, c'est pas un truc qui part dans tous les sens, qui disparaît, qui clignote, c'est une silhouette qui avance comme ça par à coup. Et effectivement, le freestyler, c'était bien cette ambiance silhouette bait en même temps. Que les Français, c'est un concept que les Français utilisent peu, mais ça marche très bien. Si je peux rajouter quelque chose, quand vous comparez le profil de ces deux-là, où il y en a un qui est plat et l'autre qui est rond, c'est ça qui va créer ta nage. Moi, c'est quelque chose dont j'aimerais qu'on parle plus tard, c'est être capable de savoir comment ton leurre va nager, mais dans le packaging chez le détaillant, c'est-à-dire l'anticiper. Donc, un leurre qui a des flancs plats comme ça, il va pouvoir avoir une action régulière, c'est possible. Un leurre qui est plutôt rond comme ça, c'est beaucoup plus tendu, c'est beaucoup plus chaud, c'est pour ça qu'il est erratique. Mécanique erratique. Ouais. C'est pour ça que c'est pas possible, physiquement, techniquement, je veux dire. Et après, je veux compléter quelque chose qui pour moi est très important pour le brochet, c'est quoi les gars? C'est le son. Et là, il n'y en a pas. D'accord? Donc sur le freestyler, c'est un jerkbait silencieux et c'est en ça que ça faisait la différence et c'est en ça que je l'utilise toujours et je le garde dans mes boîtes parce qu'en vrai il y a très peu de jerkbait silencieux à part Salmo mais qui est plutôt considéré comme un slider, tout le reste des jerkbaits sont des leurres billets. Donc là c'est techniquement un vrai complément à la pêche à mon sens. Et pour savoir si un leurre ne nage pas du tout, il suffit de regarder la marque. Oui, en fin de compte c'est un leurre qui apportait quelque chose de vraiment différent et complémentaire par rapport aux autres jerks. Oui, moi c'est ça, il va le complément. Et d'ailleurs petit scoop, notre freestyler dans cette taille-ci, je crois, va revenir en 2022. Donc voilà, ça on est très content qu'il y ait ce revival sur ce leurre-là, parce que je crois que tous on est d'accord pour dire que c'est un leurre qu'on aimerait bien voir revenir. Là, je dirais qu'on a fait le tour sur le 20-80 de l'histoire des jerkbaits. On peut basculer sur les swims. Ça va dire les swimbaits. Sur-nous un modèle. Benjamin avait ramené quand même son petit foreplay. C'est ça, le foreplay. Alors ça c'est un peu la légende de Savage. En termes d'histoire, c'est les premiers un peu big bait aussi qu'on avait à l'époque, de leurre un peu articulé. À grande distribution. Ouais, grande distribution. En sachant que Savage, historiquement, enfin moi je sais quand j'ai commencé la pêche au leurre, c'est vraiment le premier leurre que j'ai connu. Et pareil aussi les leurres souples avec Prologique.
Les leurres souples assez ronds, alors là on n'en a pas là, mais il y avait des leurres souples assez ronds qui sont aussi vachement recherchés, puis des grubs sous la marque Prologic. Ouais, c'est vrai, je m'en souviens. Ils sont très bien, j'en Ils sont très bien, très recherchés. Moi ça a été mes premiers un peu leurres souples parce que au début, il y a plus de 10 ans, quand tu voulais pêcher au leurre souple, quand tu avais enlevé un peu de la lande, exact. Tis à l'époque, si tu te souviens bien. Avec Samy Paty. Sama Fishing. Sama Fishing, c'était un peu les premiers leurres souples. Et il y avait Prologic avec les shads, le grub. Et t'avais pas toute l'émergence qu'on a aujourd'hui avec les shads qui ont blindé le marché. Et ça, c'est mes premiers souvenirs pour Savage. Et c'est surtout pour moi le foreplay dans les différentes tailles qu'on peut avoir ici avec ou sans bavette. Moi, j'adorais ce leurre-là, surtout la version sans bavette. Moi, je trouvais que c'était exceptionnel parce que ça nageait vraiment tout seul. Et ce que j'aimais, c'est que même à l'arrêt, t'avais quand même des vibrations. Ton leurre, tu l'arrêtais, tu pouvais se remettre. Ouais, puis à l'époque, il y avait 2 attaches. Ouais, il y a deux attaches. Mais alors, bien décliné, quoi. Contrairement aux apparences. High Rider. Contrairement aux apparences, à ce qu'on pensait sur les swims, on pense au lancer ramené. Là, effectivement, je rebondis sur ce que tu as dit. Il faut absolument faire des pauses avec celui-là. C'est plutôt un leurre de stop and go, le foreplay sans bavette. Même l'autre, mais surtout sans bavette. Tu l'arrêtes. C'est plutôt un leurre stop and go parce qu'il va se mettre à 90 degrés quand vous l'arrêtez. Donc là, c'est une animation qui est. Il peut même faire demi-tour. Sur le côté, il peut faire demi-tour. Ça, Si on fait passer de pause, on se prive vraiment d'un panel d'animation possible. C'est un leurre qui avait bien marché aux États-Unis, justement, du fait de sa capacité à faire demi-tour, parce que c'est le comportement typique du tilapia. Et donc, ça provoque l'attaque des black bass. Ça, j'utilise encore. Tu vois, aujourd'hui. Alors moi c'est plutôt la version sans bavette. Moi aussi. Juste pêcher au-dessus des herbiers là. Et même tu mets canne haute, ça fait un wakebait, il nage en surface. C'est vraiment. Faut dire quelque chose aussi, je pense, c'est que ce leurre il a rendu accessible justement les swims à articuler en plusieurs segments. De par son prix. Puis après, il avait un truc aussi, c'est que d'habitude ce genre de leurre c'est plutôt des S-Action comme ça, donc c'est très bien pour le black bass. Et le brochet a besoin de quelque chose d'un petit peu plus vibratoire. Et ce leurre-là est très fortement vibratoire, au point que j'ai déjà vu des pêcheurs en Irlande limer les extrémités dessous pour que quand ils lui mettent un petit coup de canne, ça fasse plus de bruit, plus de on dirait comme si le poisson se désarticule. Et ça avait l'air de très bien marcher sur les brochets. Ah, parce que claque là, tu vois. C'est ça. Et pour l'histoire de ce leurre-là aussi, pendant des années. D'ailleurs, le V2 est S-Action. C'est complètement un autre concept que le V1. Pendant des années, ce leurre-là, bien avant tous les sites de vente en ligne, sites chinois, tout ce qu'on veut, a été le leurre le plus vendu en France, peut-être même au monde, avec une production qui tournait jour et nuit sur ce leurre-là. Alors au monde, je pense pas, mais en France, c'est certain. Ah, mais c'était sûr. Aujourd'hui, tous les pêcheurs de brochet, même en ont un dans la boîte, clairement. Et moi... D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais c'était tellement un tel phénomène, parce qu'aujourd'hui les gens le recherchent parce que c'est un leurre qui restait très efficace. Comme tu disais, je me souviens de l'époque quand il arrivait, le nombre de brochets énormes qu'on a vu avec des foreplays sur le coin de la gueule. Donc là, les mecs se mettaient à faire des poissons abordables. Parce qu'il est arrivé au moment où la culture nippone est arrivée en France avec les leurres japonais, avec des S-Action et tout, qui coûtaient tout de suite des evergreen très très chers. Le Imakatsu. T'avais ça, Imakatsu. Pas tout ça maintenant. Et d'ailleurs, c'était tellement vrai. Par exemple, moi je me souviens quand j'étais au magazine Predator. Parfois les mecs, c'était au tout début, il y avait un petit mode craft qu'on avait contribué à lancer, on avait médiatisé ça, et quand les gens, une fois sur deux, quand ils te faisaient cadeau d'un leurre craft, c'était un foreplay repas. Parce que c'était vraiment devenu le leurre de base de la pêche. Et nous-mêmes, quand on a voulu faire des coloris spéciaux Predator, j'en ai un entre les mains, il y en a un autre ici, et ben on est parti de foreplay. Donc là, ça fait partie des 2 premiers coloris qu'on avait fait sur base de foreplay, et en collaboration avec MAS, sur des petites quantités, 300 pièces. Donc des trucs qui sont restés collector. Et pour dire la place qu'avait ce leurre dans la boîte à pêche. Il a écrasé tous les swimbets en termes de vente, de rapport qualité-prix et de place dans les rayonnages de magasins, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment censé souffler avec le temps, clairement, quoi. Ouais, c'était abordable, le prix, et puis le poids aussi. Puis longévité comme ça. Non, le prix, le poids, la taille et l'absence de concurrence, aussi, il faut dire. Une longévité comme ça montre que c'était un leurre prenant. Pendant très longtemps, pendant quelques années, quand tu appelais un mec, un guide de pêche en Suède, en Irlande, en machin, il te disait qu'est-ce que je dois amener, il disait amène des Buster Jerk et des foreplay V1. Et c'est toujours le cas. Et c'est toujours le cas. Maintenant les mecs les bien. Ouais, c'est toujours le cas. Je fais un peu guidage avec Arnaud Briand en Irlande. Décliné en soft. Et donc après il y a des déclinaisons soft foreplay qui a eu moins de succès parce que plus de technicité, c'est moins facile à utiliser. Mais par exemple, toi je sais que tu as utilisé pas mal. Hein. Donc ça c'est plus de technicité parce que comme ça a l'air qui est assez haut, quand on veut le pêcher texan par exemple,
il faut inverser l'armement, c'est-à-dire l'armer par le côté. Ah, tiens, on va monter à plat. Ouais, comme ça. À plat. Ouais. Mais si on équilibre correctement, Ça, on peut très bien le faire pêcher droit, mais avec l'hameçon sur le côté. Et ça prend pareil. Donc il y a un pro du soft play aussi. T'as même pêché avec le casque et tout un petit peu. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé le soft play, mais pas la version montée en texan comme ça. Je trouve que c'était inférable. On était obligé de mettre des 8-0, des 9-0. Il faut des gros hameçons. J'ai fourré trop de poissons. C'était inférable. C'est une technique effectivement qui marche. Techniquement, rentre en leur planant, etc. Mais franchement, j'ai foiré 95% des poissons avec ça, donc non, pas du tout. Il y avait ce système d'armement qui était bien, mais moi je l'utilisais beaucoup avec le casque. Et ça marchait vachement bien. On pouvait alterner, c'était hyper simple. Mais qu'est-ce que c'était moche. Parce qu'il y avait une réalité de terrain, c'est qu'aujourd'hui ça semble évident, un texan 8, 9, 10, 12, 0, 13, 0. À l'époque, les 9-0, les plus gros, il était comme ça. Tu rajoutes les 2 triples derrière. Où on mettait des 11-0 honneur. On mettait des 11-0 honneur. Ouais, c'est vrai. Et je rebondis aussi. Attends, oui, là, vous voulez juste terminer sa thématique. Ouais. Ça, là, on a un hameçon qui est très exposé, qui est facile. Ouais. Voilà. Mais pour certains postes, effectivement, mon montage texan pour aller passer dans les roseaux, etc., c'était juste cette utilisation-là. Parce qu'effectivement, c'est plus compliqué à armer, c'est plus compliqué à ferrer. Là, c'est l'affaire de compromis. Voilà. C'est ça, on ne peut pas tout faire. Je cherche pas les brochets dans les roseaux avec ça, surtout en Suède, en Irlande, parce que dans les roseaux, il y a vraiment que les petits poissons. Pour l'histoire. Vraiment. Il y a des moments de l'année en France, il y a des beaux poissons dans les roseaux aussi. Pour l'histoire, ce leurre-là est sorti la même année où Sébille est arrivé avec son Magic Swimmer pour concurrencer ça. C'est vrai. Et pour info, du coup, j'ai ramené ça, et du coup, Nouma va faire un jeu, mais du coup, ça sera mon cadeau du jour, et je ferai gagner ces soft for play pour les collectionneurs ou ceux qui les cherchent parce qu'il n'y en a plus. Restez donc bien jusqu'à la fin. Donc ça les conditions d'utilisation du jeu concours. Donc ce sera quelque chose à rajouter en commentaire. Et il y aura ainsi le gagnant. Le privilège de recevoir, c'est l'heure du grenier, on peut dire. Quelle hauteur du grenier on pourrait montrer? Tu veux parler de quelque chose? Sur les swims, j'ai ça. Ouais, on va passer très vite là-dessus. Oui, il est très efficace. Qui tire fort à utiliser. Et qui a donné son nom à la canne aussi. La canne, elle est appelée Butch. D'ailleurs, j'en ai ramené une. Ouais, Butch, je sais plus en anglais, mais c'est la notion de costaud un peu. Donc ça faisait partie déjà des grosses swimbettes. Ça avait été un peu démocratisé quand tu avais fait un reportage Predator à la base avec Denis Cureau. Exact. Tu avais fait vendre du slur un peu là. Donc, parce qu'on a fait du poisson avec, mais c'est vrai que quand tu pêches avec, en grosso modo, l'action de pêche, c'est ça. Ah, ça tracte, ça trempe. Est-ce que tu remontres un petit peu le leurre et qu'on le voit bien? Parce que celui-ci, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Et ça tractait vraiment très fort sur la canne. Mais d'ailleurs, je crois qu'à la base, c'était fait pour faire de la traîne légère. Ça, je pense qu'il avait un peu développé pour ça. Ouais. Parce qu'à l'ancien armée, c'était très dur à utiliser. Une canne avait fait une canne spécifique. Et donc, les swims, après, j'ai arrivé tout ce qui est swim. Tu veux peut-être nous parler d'anguille, toi, un peu? Ouais, moi je vais vous parler d'anguille des deux modèles parce que, alors déjà, je vais te présenter ma préférée après. D'abord, je voudrais insister sur les jerktails. C'était assez original, ça, les hardies. Moi, j'aimais beaucoup. J'ai fait beaucoup de poissons avec. Il y avait deux possibilités de montage. Avec une queue large comme ça, où c'était un swim base strict, et une queue plus fine là, où là ça devient un jerktail, et il était possible de l'animer. Et donc moi je me suis éclaté surtout avec ça. Je n'étais pas très chaud sur la grosse queue, le ramenant linéaire, parce que ça c'était super marrant à animer. Ça remonte en surface, là encore il a son corps rond, donc c'est impossible de le faire vraiment jerker à droite-gauche. De temps en temps il va remonter, il va faire un truc, enfin il va avoir un décroché. Et ça j'ai fait pas mal de poissons, alors pas des gros pour l'instant avec, mais beaucoup, des résultats, des touches. Et ensuite, il y a un côté technique d'association de couleurs, où soit on utilise une couleur cohérente orange, ici, ce qu'on appelle chez nous le golden ambulance, ou varier justement, donc il était possible d'avoir des queues, tu mets coloris brochet avec une queue orange. C'était très scandinave ça, cette association dur mou comme ça, un peu à l'époque de Fox au tout début. Franchement, je trouvais ça chouette. Intelligemment, il y avait aussi un système que j'adore, qui est un système de d'aimant sur le truc. T'as marqué la petite agrafe pour là. Oui, bien sûr. Voilà pour les jerktails, la hard hill, c'était vraiment super. Ça a combien d'années ça? C'est déjà, on est plus récent là. Il faut savoir qu'on a encore des leurres hybrides qui sont en magasin comme ça. Alors moi je pêchais plutôt en linéaire doucement ça, parce que vraiment c'est un super leurre pour pêcher, pas de vent, pétole, quand ça ne mord pas à 13 heures là. Ça dépasse les mecs. Et alors, parce que les gens souvent ils le savent pas, en particulier sur cette queue-là, quand vous la retournez, il a tendance à plus ou moins monter ou plus ou moins descendre. Et on peut même en faire un wakebait quand on met la queue dans le sens. Il a complètement raison. Tu changes ta queue de là en plate, il a gardé sa profondeur de nage, mais comme c'est monté sur un tir du fond entre guillemets, il suffit de retourner sa queue comme ça, effectivement ça va le faire monter plutôt vers le haut. Exactement.
Et si on parle des... Parce que ça c'est pas très bien vendu, faut dire la vérité. Ça a du mal en France, Autre tout ce qui est association dure. Sur un guide, peut-être on va rajouter. Non, je veux introduire celle-ci, qui est vraiment mon leurre chouchou, mon leurre fétiche. Alors ça, c'est vraiment mon leurre confiance à 100%. Je pars jamais à la pêche du brochet sans celui-là. En version 40, donc ça se voit pas, mais il est bien défoncé, quoi. Et ça, dès que j'en ai plus, je stresse, quoi. Ça, c'est un très bon leurre, en 40 cm, très bon. Ou on peut le mettre aussi en petite taille, en trailer de spinnerbait, ici par exemple. Le gros modèle, les siluristes l'utilisent aussi beaucoup encore. Ouais, c'est un peu gros, je trouve, pour le silure. Là, pour le silure, je préfère les tailles 20, 30, maxi. 40, ça fait déjà un peu gros. Alors qu'inversement, pour le cendre, c'est plutôt les tailles 30 qui sont meilleures que les tailles 20 pour pêcheur vertical, qui tapent beaux poissons. Donc il existe en version montée ou non montée. Celle-ci, c'est la version qui était déjà pré-plombée, qui va très bien. Mais l'anguille est toujours au catalogue maintenant pour le coup. 40. Non, plus en 40. Il y a quelques magasins où j'ai vu qu'il restait des 40, mais ça a l'air de descendre très vite parce que l'info est passée. Mais ça a été quand même... Quand l'anguille est arrivée, en termes de conception, ça paraissait évident. Et ça a été un raz-de-marée commercial, ça aussi. Alors c'est qu'un twist au final, c'est un exactement ce que je veux dire. Mais bien déjà, c'est à cette époque-là où on a parlé de grub. Parce que je m'en dis les twist. Ouais. Je pense que les développements sur les grubs ont toujours été un peu le parent pauvre de la recherche des développements dans les boîtes. Ouais. Et là, pour une fois, il y a un mec qui s'appliquait à faire quelque chose. Et pour le coup, c'est vrai qu'il y a une histoire. Voilà, il a une histoire à raconter surtout. Puis on était dans la période où ça vraiment, il y avait aussi ce côté mythique de dire bah oui, les brochets mangent des anguilles. Bien sûr. oui, non, mais c'était encore à l'époque où. Bien sûr, mais tu as cette transition aussi. Ouais, mais ouais. Ensuite, je dois te parler de celui-là, là. Alors, un autre bel échec. Alors, un échec commercial. Alors, moi aussi, j'ai eu du mal à le comprendre. Le reproche qu'on a eu des clients, c'est qu'ils disent que ça nage pas. Alors, c'est complètement faux. Ça nage comme un vrai brochet. C'est-à-dire qu'en France, on a une faculté à... Les clients veulent acheter des leurres qui sont très ondulatoires, qui nagent comme des serpents. Mais qui attrapent le pêcheur dans le poisson. Et qui attrapent le pêcheur, voilà. C'est très visuel dans le bassin de démo. Ils sont très visuels dans le bassin de démo. Celui-là n'est pas visuel. Alors, le pêcheur qui a acheté ça aura tendance à le lancer, à le ramener. Et là, effectivement, ça nage très peu, la queue comme ça. Mais de vous à moi, c'est la vraie nage d'un brochet. Ça nage comme ça déjà, premièrement. Donc là, on est vraiment sur l'imitation stricte. Moi, j'ai trouvé une façon de l'animer qui marche beaucoup mieux que ça, c'est le lancer, le laisser bien descendre dans le fond et le tracter très fort, à la manière d'un poulbête. Et là, t'as vraiment ta queue qui fait comme ça, ton leurre qui redescend, ça redescend droit, c'est équilibré et tout. Et ça pêche très bien, j'ai pris une branlée avec ça, en fait. Et c'est pourquoi je me suis mis à ce leurre-là, c'est parce que j'ai pris une vraie branlée. On était parti en Hollande avec Donovan Moreau et un de ses potes. Nous, on embarquait je sais pas combien de kilos de leurre de 20 cm, tu vois. Dans les milieux travestis, on appelle Donovan Moreau. Donovan Moreau. Très bon. Big up Dono, t'as vu, on t'a pas oublié. Et donc, non, t'as pas oublié, on t'a même pas raté. Et donc, on t'a pas raté. Et donc, du coup, je me souviens très bien, on était en Hollande tous les trois. Dono et moi, on avait pris le même parti de prendre des leurres de 20 cm, mais on faisait plutôt de la muscu. On avait un sac de 10 kg rempli de je sais pas combien de boîtes de leurres. Et l'autre, son pote, nous avait fait un coup de dingue. Il avait ramené 2 troutes en 30 cm, des nice roux, et celui-là. Il avait une nice roux sur sa canne, et les autres dans ses poches, comme ça. Donc lui, nickel. Écoute, avec ça, il a fait 2 poissons métrés. Enfin, pas métrés. Il y en a un qui faisait un peu plus d'1 mètre, il faisait 102, et l'autre, il faisait 95. Avec ce leurre-là, complètement coffré, au bout, dans le fond. Et nous, Dono et moi, je le dis, Dono devant la caméra, capot. Pour toi, t'es habitué, mais Dono, c'est du changement. Ouais, normalement, ça fait au moins 2 ans qu'il a pas fait quelque chose. Je rebondis sur le côté complètement anti-commercial de ces leurres-là. C'est le problème qu'on a eu, maintenant les gens commencent à comprendre, mais au début, avec le concept des Pulse-Tail. Donc c'est pareil, c'est une petite queue comme ça qui bouge à peine dans le bassin, donc les gens ils jettent un coup d'œil puis ils se cassent. Ça bouge plus, non, ça bouge plus, c'est ça, je trouve. Ça bouge un peu plus, mais pas suffisamment pour les gens qui veulent voir des trucs comme ça. Mais malheureusement, la physique de l'eau n'est pas la même que la physique de l'air, et en fait, ce qu'on peut le Pulse-Tail, ça pousse énormément d'eau, et donc au contraire, si ça bougeait trop, on prendrait rien, parce qu'en fait, ça serait trop comme vibration. Et on a l'avantage d'avoir un leurre qui nage visuellement de manière très naturelle, très serrée, mais qui pousse beaucoup d'eau, et donc ça paraît être une plus grosse proie qu'il l'est en réalité. Donc pareil, il faut sortir un peu du schéma des gros trucs qui bougent comme ça. Et ça a été bien retravaillé pour maintenant la nouvelle évolution des trous de pulse là, qui sont même aussi sur les Gravity, vraiment cette approche avec cette caudale très lourde. C'est ça dont je viens de parler, mais qui reste quand même assez serré dans un bassin de démo. Et qui ont tendance à pas convaincre tout de suite les gens. Mais ça a du mal sur le brochet, ça encore. Les gens, dans leur tête, c'est pour les persuader de ça. Mais moi, je trouve ça très bien parce qu'en fait, si tu veux, il faut qu'il y ait un côté complémentaire et technique. Si on a dans les boîtes que des shad ou des leurres qui ont vu comme ça, si tout le monde a ça,
Et ben on a toujours la même règle de pêche, quoi. Faut essayer de pêcher avec des choses différentes, essayer de se démarquer des autres, donc des vibrations différentes que les poissons n'ont pas forcément connues. Et c'est comme ça qu'on peut se démarquer, apporter une réponse complémentaire, je pense. Mais au-delà de changer la caudale, les gens changent souvent. Dire ça marche pas, je vais passer à une autre marque. Mais ils utilisent toujours un shad. Ouais, c'est ça. Exactement. Comme si c'était la marque qui prenait le poisson. Attendez, on me dit dans l'oreillette que Nicolas Trancard est attendu pour Gourdin Direct. Oh. Une vraie reconnaissance pour tous les punks à chiens. Ah, nickel. Donc, on t'attend ici 5 minutes. À tout de suite. Nicolas Trancard, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Gourdin Direct. Merci de m'inviter. J'ai ici un leurre. Est-ce qu'on peut appeler ce leurre un big bait? Absolument. Vous en êtes certain? Absolument. Vous reconnaissez ce leurre? Je le reconnais. C'est le vôtre? C'est pas le mien. C'est pas le vôtre. C'est pas le mien. Et à qui? À Fabien Mario. À Fabien Mario. Absolument. Vous avez déjà pêché avec des leurres similaires? Absolument. Vous dites devant les Français que vous avez pêché avec des leurres similaires. Avec le freestyler, j'ai pris du poisson. Vous connaissez donc le nom de ce leurre? Le freestyler. Vous avez pris combien de poissons avec ce leurre? Je sais pas, j'ai pas compté. Combien? Ah, je sais pas. Vous dites que vous n'avez pas compté, mais peut-être que vous avez une idée quand même. 20. Combien? 20. 20 poissons, exactement. Vous êtes sûr? Ouais. On a décompté sur votre Facebook plus de 22 poissons pris avec ce leurre. Je vous repose la question, combien vous avez pris de poissons avec ce leurre? 20. 20. Vous mentez, Nicolas Trancard. Absolument. Parce que Vous je ne les ai mentez pas comptés. Et je les ai pas comptés. Je peux pas Parce savoir. que vous ne le savez pas. Très bien. Depuis combien d'années vous pêchez Big Bait? Depuis 2004. Vous avez déclaré que vous pêchez Big Bait depuis 2003 dans une revue qui s'appelait Predator. Nous avons remarqué que selon votre taux d'alcoolémie, les réponses varient. Depuis combien d'années vous pêchez Big Bait? Réfléchissez. Depuis 2003. 2004. Depuis 2004. 2004. 2004, Absolument. Nicolas Trancard. Vous dites que vous pêchez Big Bait depuis 2004. Absolument. Et ça ne vous dérange pas que le Big Bait ait été inventé en 2006? Ah bon, c'était peut-être en 2006 alors j'ai commencé. Vous vous perdez un petit peu dans vos réponses, Nicolas Trancard. Pas du tout. Vous avez bu aujourd'hui? Non, pas encore. Quand avez-vous bu pour la dernière fois? Hier soir avec tout le monde. Merci, Nicolas Trancard. Retour sur le plateau du Savage Talk Show. J'espère que ça s'est bien passé. Ouais, très bien. Hein, on regardera ton interview avec plaisir. On va parler un petit peu Wirebait. Alors là, j'ai dans les mains un leurre que moi-même je ne connaissais même pas dans la gamme. C'est toi qui me l'as amené, Fabien? C'est ça. Donc une cuillère inline avec double palette. Qu'est-ce que tu... Et un triple, comme un triple, les copains. C'est sorti de la gamme il n'y a pas très longtemps, ça. On remonte Ça, la chronologie. C'était le tout premier, ça c'était dans ils sont revenus, parce que là on n'en a pas, mais dans tout ce qui est leurre métallique, il y a eu aussi une période d'ondulante. J'en ai plus, donc ça reviendra. Des très bonnes ondulantes. Ça reviendra, c'est une question de temps. Et dans la foulée, ils sont venus avec des ondulantes, des tournantes, et là une double tournante. Donc ça a toujours un peu de mal commercialement parlant avec les... le scandale des tournantes a fait beaucoup de mal, évidemment. Les pêcheurs de brochet ont beaucoup de mal avec les cuillères parce que souvent c'est très dénigré sans réel... Bon, mais quand on parle Wirebait, on pense au spinnerbait, évidemment, en premier lieu. Au Dabouche, les premières versions de Dabouche, donc du coup c'était, on avait un spinner de 42 grammes là, ici, une armature en corde à piano qui était déjà solide pour l'époque, une boucle là, on aime pas, moi j'aime beaucoup le coup d'un spinnerbait avec une boucle. Parce Pas que besoin d'agrafe. Pas besoin d'agrafe, c'est pratique, par contre effectivement ça accroche un petit peu plus que l'autre, ça le reproche, ou ça nage un petit peu moins droit, ça peut aussi nager un peu différemment en fonction du trailer que vous allez mettre. On n'avait pas, donc ça c'était le Dabouche, celui-là il est très vieux, j'ai pris plein de poissons avec, il n'a jamais été déformé du tout. Hein. Et donc, quand même, ce qu'il faut noter, au début, ce millard là dans la jupe, moi je n'aimais pas du tout. Et je pense que c'était à cause de l'esthétique basse que j'avais, les jupes en silicone. Ça faisait cheap, ça faisait hyper cheap. Ça faisait hyper cheap, mais regarde d'ailleurs, au bout de 10 ans, il en reste un peu, j'en ai perdu plein, hein, ça. Ouais. Non, déjà ça fait au brochet, c'est sûr. Ça fait au brochet. C'est juste une question de mode. Hein. Il y a 10 ans, on n'avait que des spinners à basse. Hein. En fin de compte. Hein. Mais c'est quasiment. Principalement, tu voulais un vrai spinner à broc de plus de 14 grammes, déjà. C'était très chaud. Limité quand même. Hein. Très chaud. Là, c'est bien ce qu'il dit. Et vas-y. Là, ce que tu dis, c'est bien parce que même encore aujourd'hui, beaucoup de marques arrivent sur le marché avec des spinners d'origine Nippon, USA,
avec des spinners qui coûtent des fois 20, 30, 40 euros, tu prends un brochet de 60, il est comme ça. Il est en V. Et quand ça, le titane est arrivé, les bras en titane... C'est juste pas possible aujourd'hui de mettre ce prix-là dans un leurre, parce que c'est des leurres à base qui sont détournés sur le brochet, et même un brochet de 50-60 peut te mettre un spinner à 30 euros d'une grande marque en deux. Ouais, tout vert. Et là, déjà, là, on a une corde à piano, soudée ou tournée, et ça c'est D'ailleurs, avec un rapport qualité. Aujourd'hui encore, un des débouchés commerciaux principaux Dabouché. pour le dabouche, ça reste par exemple les maras, les pêches exo et tout ça, parce qu'il a la réputation d'être le seul qui tienne le coup Ah ouais, sur cette frontière. pour les marins, là, j'ai mon pote Fred Boyer qui emmène des mecs là-bas en Guyane, et ils vont tous des dabush. Exactement. Donc ça, c'est la nouvelle version du dabush, la toute dernière qui est sortie. Alors, aussi une des nouveautés chez Dabush, c'est qu'il y a enfin une petite taille, hein, qui a longtemps manqué. J'ai pris une grande taille parce que c'est plus visuel. On retrouve évidemment la boucle en haut pour pas mettre d'agrafe. Puis il y a des petits détails, comme l'apparition de ce nouvel œillet plein ici, qui permet d'installer des balls dessous, pour pouvoir pêcher plus profond ou plus lentement, à savoir. Est-ce qu'il y avait un hameçon chance déjà dessus? Je le vire systématiquement, je vous Je crois qu'il recommande. était vendu, mais à part dans Non, ils sont montés, mais de toute façon, moi je vous recommande chaleureusement de le virer tout de suite. Ça n'a aucune utilité et ça bousille les poissons. Moi j'ai pris 2 brochets là, avec ça là, dans les ouïes, là tout de suite je les ai virés. Systématiquement, quand j'ai un nouveau dabouche, je vire l'hameçon simple, le truc. Il y en a qui Enlevez-le. utilisent les hameçons en chance? Enlevez-le. Non, moi que. Enlevez-le. Très très rarement. Faites-le sauter, vous allez gagner un hameçon pour faire un J'ai gagné un montage. hameçon et ça sert vraiment à que dalle. De toute façon, pour mettre un trailer derrière, vous allez devoir forcément le faire sauter. Mais c'est intéressant de montrer. Non, vous ne que- pouvez pas forcément le faire sauter parce qu'il y a quand même un porte-trailer. C'est intéressant de montrer qu'il y a des leurres qui ont disparu, d'autres qui ont continué parce que c'est un spinner, donc c'est évident que la pêche au spinner pour le brochet, c'est indispensable. Ouais. Mais il y a une vraie évolution avec un apport technique. Donc la base, la forme de la tête, les palettes sont là. Par contre, plus épais, torsadé, tourné là. La jupe, il a rajouté un peu de silicone dedans parce que c'est aussi tendance. Un peu de Et design. le volume de création dans la Est-ce que vous pensez Et les fabrication. palettes sont beaucoup plus visibles là-dessus. Hein. T'as vu le changement des La palettes? fabrication fait qu'aujourd'hui, Par exemple, il y a une différence évidente, c'est qu'ici elles sont martelées. Par contre, une palette martelée, l'avantage que ça a, c'est que ça diminue l'intensité lumineuse, mais par contre, elle a un plus large spectre, ça éclaire dans toutes les directions. Ah, intéressant, je savais pas ça. Alors que, c'est logique en fait. Ouais, c'est logique. il y a sur une majorité de spinners où en France on a quand même la culture du double willow ou Colorado Ouais. willow. Colorado Willow. Et là, avec ces palettes qui tirent plus sur la canne, on peut changer si on veut. Free falling, slow rolling au fond, pêche du brochet, quoi, j'ai envie de dire. Puis c'est une fréquence qui plaît beaucoup plus au brochet. Et le gros plus par l'apport qu'il a fait sur les nouveaux modèles que tu as montré avec les petites tailles, Ouais. c'est les prix quoi. Les Ouais. prix, on est sur un spinner aujourd'hui à 10 balles. Ouais. Tiens, de fou la route quoi, Ouais. avec un vrai apport technique. C'est presque anti-commercial, il faudra qu'on en reparle. Donc ça, c'est le vrai intérêt de montrer C'est vrai, l'évolution. c'est pas cher du tout. Hein. L'évolution où il a grandi du coup par la création de leurres Vous voulez dire vraiment quelque chose, abouties, ouais, quoi. Bah, comme le foreplay, c'est un leurre qui est accessible. Donc C'est qui a ça. rendu la pêche au spinner Et opaque. adapté, accessible et adapté à nos espèces. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça. Enfin, c'est les deux. Et puis bon bah on va finir en parlant quand même de l'incontournable des incontournables quand même. Le cannibale de la grande famille des cannibaux. Voilà. Et bon, qui est un best-seller. Alors c'est un leurre en fait qui a une partie de développement français. On parlait de Denis Cureau tout à l'heure. Il a beaucoup participé au développement de ce leurre. Je sais que lui à la base c'était parce qu'il voulait quelque chose un peu plus pour le cendre. Par exemple, on parlait des pro grubs tout à l'heure. Il faut savoir que c'est un leurre qui avait été développé pour pêcher les grosses perches au Danemark en Caroline. Dans des zones comme ça un peu shallow, ils pêchent beaucoup comme ça. Et en fait, ce cannibale, on peut dire, c'est le premier développement pour la France. Et c'est un véritable succès. Attends, c'est bon? Ouais. Et c'est un véritable succès. Alors, comme, par exemple, en Europe de l'Est, c'est encore un leurre qui se vend, c'est le numéro 1 des ventes pour une raison toute bête. Par exemple, avec Manu, on s'interdit de pêcher avec, parce que c'est vrai que c'est un leurre, dites-moi si je me trompe. Tu mets une tête plombée, hein, tu balances, tu lances, tu ramènes, c'est un bureau de recensement. Et il se passe toujours quelque chose, tu Ouais. fais un poisson avec. C'est presque trop simple. Non, pas toujours. Mais Oui, enfin, c'est compris. C'est dommage que beaucoup de détaillants ne les rentrent pas dans les magasins parce que ça leur semble tellement évident et que la mode, la fameuse mode qui dicte le commerce, mais pas les prises de poissons, empêche c'est l'heure souvent de réapparaître dans les magasins parce que ça prend du poisson, c'est ludique, c'est efficace, c'est pas cher, c'est costaud. Et merde, faut que ça rentre dans les mags ça. Par exemple, les gens qui pêchent moi j'utilise encore un petit peu en vertical parce que ça nage très bien à basse vitesse. Oui. Et ça c'est C'est parce qu'il y a quand même on va dire au niveau conception, quelque chose qui est sympa, c'est qu'on a une gomme qui est dynamique, qui est solide, mais on a quelque chose de très souple.
parce qu'il a été affiné et désinflé à ce niveau-là. Donc ça s'engane déjà, ça se tord. C'est coffré à chaque fois. On n'a pas besoin de stinger. Donc, voilà. On en revient à la mode en fait. Hein. On en revient toujours à la même chose. Hein. On parlait l'autre fois les couleurs bleues. Les couleurs bleues, c'est pareil. Il y a 10 ans, les couleurs bleues, c'était que pour le pêcheur de bar qui tractait ça. Colorimaire. Aujourd'hui, les modes ont changé. Qui n'a pas de coloris bleu dans sa boîte pour aller pêcher le brochet, pour aller pêcher au chadon linéaire. Ou même avant, le bleu, c'était limite la couleur d'hiver. Tu sais, c'était eau froide. Le bleu, à partir de décembre. Hein, parce que sinon, voilà. Et aujourd'hui, tu vas pêcher le brochet, tu vas pêcher au chadon linéaire. Dès que les eaux sont un peu claires ou il faut être hyper naturel, tu te rends compte que la coloris bleue, c'est quand même un best-seller au niveau des couleurs. Quoi. Et Nicolas nous fait très plaisir si Maxime arrive à faire un prologique. Tu nous as amené un des premiers coloris. Là, c'est vintage. Qui explique le nom cannibale. Pourquoi cannibale? Parce qu'en fait, originellement, il y avait à l'intérieur du cannibale un petit poissonnet qui signifiait en fait, voilà, l'eutropisme pour le cannibalisme des poissons. Et c'est de là d'où ce leurre tire son nom cannibale. Donc c'est quasiment un point historique. C'est un des premiers que j'utilise parce que c'est un chat qui est très vibratoire. Tout à l'heure, quand tu disais ça fait du poisson tout le temps, alors oui, c'est très prenant. On s'est compris, ouais, carrément, mais c'est un des chats que je vais utiliser d'abord en premier parce qu'il est très vibratoire. Ensuite, on varie ses vibrations que le chat, et à l'époque, je ne vais pas insister très longtemps dessus, mais il y avait le Blick Paddle Tail qui était très bon. Il existe toujours sous le nom 3D Blick avec certaines modifications, et je sais plus, les tailles sont pas exactement les mêmes. Non, ça je touche. Ouais, ça faisait 13 cm, j'ai fait plein de cendres avec ça, c'était super cool. Au même titre que les pieds. C'est pas 2 cm maintenant la plus grande taille, donc c'est comme ça. Ouais. Et qui avait, ce que tu dis est très intéressant, en fait, le cannibale, comme par exemple le Fat Minnow-Titel, est extrêmement vibratoire, alors que le Blick, et comme d'ailleurs aujourd'hui le Slender Scoop Shad, une vibration beaucoup plus douce. Mais par exemple sur des poissons moins agressifs, pas en phase alimentaire, ou surpêché. Ou surpêché, il faut mieux diminuer ta vibration. Exactement. Et moi j'ai une dernière question à vous poser avant de lancer le jeu concours. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, qu'est-ce qui fait que selon vous, c'est une question un peu difficile, un leurre est un indémodable? Qu'est-ce qui fait qu'il reste? Par exemple, un jour, j'ai un copain qui m'a fait cette remarque très vraie, que je me suis approprié par la suite pour mon métier. On reconnaît une vraie marque de pêche au fait qu'il y a au moins un seller que tout le monde doit avoir dans sa boîte de pêche. Sinon, c'est pas une vraie marque de pêche au leurre. Donc, qu'est-ce qui fait, à votre avis, qu'un leurre est indémodable? C'est-à-dire au-delà de la pression de pêche. Malgré les modes, les pressions de pêche et tout ça, il faut qu'on l'ait. Et... Les résultats de pêche, tout simplement. Les résultats, un leurre qui est indémodable, c'est un leurre qui a pris et qui prendra toujours du poisson et puis il retourne. Un bel exemple, par exemple. Ouais. D'accord. Je suis d'accord, mais je basculerai sur la fin en disant que aujourd'hui, là, on parle de leurre vintage avec des évolutions techniques qui ont été apportées, des qualités-prix, tout ça. Mais ça en vient à parler aussi de la mode. Et la pêche, c'est de la mode, la mode. Là, on a encore des leurres. On peut tout ça dans un bacan, partir en Suède, en Espagne et tout. On sera pas capot. Mais c'est plus à la mode. Donc la mode, c'est bien, commercialement parlant, avec du marketing. Il y a des évolutions. Mais faut pas oublier qu'il y a des vrais leurres, des vrais trucs, tu vois. C'est pas marrant l'anti-mode, quoi. Que ce soit le sapologue qui soit anti-mode. Mais l'incontournable, je suis d'accord avec toi. Mais bien sûr. Dans beaucoup de conditions et sur le grand public, prend facilement du poisson, entre guillemets, on va dire. Ouais. C'est aussi la simplicité d'utilisation pour lui. C'est ça aussi. Tout le monde n'est pas ultra technique. Et on le voit bien que dans chaque marque, il y a des best-sellers. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent ces best-sellers, c'est les leurres qui en fait sont hyper faciles à utiliser et qui prennent un peu tout le temps du poisson plus facilement que les autres. Il faut que ce soit aussi un leurre qui a rencontré un certain succès commercial, puisque plus il est utilisé, son public, plus il prend de poissons, il sera dans les magasins. Et plus il construit sa légende aussi. Ouais, dans les mags, exactement. D'ailleurs, j'ajouterais que l'avantage de notre métier, c'est qu'en fait, la pêche est homogène au marché. C'est-à-dire que le marché a besoin de proposer des nouveautés, mais les pêcheurs ont aussi besoin de nouveautés. Mais au-delà de ça, il y a quelques produits qui, pour des raisons souvent un peu mystérieuses, il y a une grande part de hasard, transcendent un petit peu à la fois les modes du marché et aussi la nécessaire évolution du pêcheur qui a besoin de toujours proposer des nouvelles vibrations, des choses comme ça, et qui reste. Il y a une grande part de mystère, mais il y a aussi, à mon avis, des très bonnes réponses dans ce qui a été dit. Et puis l'histoire des leurres amène au rêve aussi, parce que ça nous rappelle nos souvenirs. On peut dire ce leurre-là avec mon copain qui est peut-être parti ou autre et autre.
Et tout ça, c'est l'histoire de la pêche au leurre aussi. C'est l'histoire de notre progression personnelle aussi. À l'époque, je pêchais avec ça, je faisais plein de poissons, je l'ai oublié, machin. Et ça, tout ce qu'on est en train de dire, quelqu'un qui ne pêche pas ne peut pas comprendre ce qu'on est en train de se dire là, mais les souvenirs sont liés à la pêche et le leurre va dicter une période de notre vie et là, c'est ce qu'on a... Le mot de la fin sera « Il en va de la pêche comme de l'amour, il faut l'avoir connu pour comprendre ». Et il faut admettre que nous, l'amour nous coûte quand même beaucoup plus cher que la pêche encore. Ce qui me permet de lancer maintenant mon jeu concours. Si vous avez suivi ce Savage Talk Show jusqu'à la fin, notez dans un commentaire sous la vidéo le mot freestyler, orthographié correctement, ce qui devrait diviser par 10 le nombre de bonnes réponses. Et avant la parution du prochain épisode, on procédera à un petit tirage au sort qui permettra à l'un d'entre vous de repartir avec les cadeaux que nous avons laissé Fabien tout à l'heure. Sortie du grenier, ça. Des vraies valeurs de collection. Je vous remercie encore une fois les gars. Merci, à bientôt. À bientôt.